Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes bien sur i24 News pour une édition spéciale consacrée au 8e jour de guerre entre Israël et l'Iran. Avec moi en plateau, Myriam Shermer. Bonsoir Myriam, journaliste spécialiste de la société et de la politique israélienne. Raphaël Jérusalemi, bonsoir, ancien officier du renseignement militaire israélien. Notre journaliste Christopher Barolin, bonsoir Christopher. Avant de vous donner la parole, je vous propose de nous rendre tout de suite à la Kiryat, c'est le quartier général de la défense israélienne à Tel Aviv. On y retrouve Stéphane Goldin. Bonsoir Stéphane. L'Iran a attaqué Israël ces dernières 24 heures en tirant des missiles mais aussi en lançant de nombreux drones. Bonsoir Myri, effectivement, la nuit dernière, 40 drones ont été tirés du territoire iranien sur le territoire israélien. Ces drones sont passés par, je dirais, au-dessus de la Jordanie et ont été pour la plupart interceptés, puisqu'il y a eu qu'un drone qui a touché une maison à Beth Shean, un autre qui s'est écrasé, je dirais, dans un champ dans le sud du pays à côté d'une autoroute et ça n'a pas fait de victimes. Il faut savoir que depuis le début de cette guerre, depuis le 13 juin dernier, Israël a intercepté 470 drones. Il y a eu, excusez-moi, 470 drones qui ont été tirés sur le territoire israélien et Israël a intercepté 99% de ces tirs de drones. Et donc, on voit aussi l'importance de cette question des drones. Il faut savoir que le chef de l'armée de l'air, aujourd'hui, Ronen Bar, est venu parler avec ses officiers, son commandement, pour leur dire c'est vrai qu'actuellement nous nous attaquons, Israël s'attaque énormément aux lanceurs de missiles, mais il va falloir aussi s'attaquer aux usines qui fabriquent des drones. N'oublions pas que l'Iran est un grand fournisseur de drones, un grand fabricant de drones, puisque c'est eux qui fournissent aussi la Russie. Donc il va y avoir aujourd'hui une montée en créneau, une montée en force concernant ces usines de drones. Toujours est-il que cette guérilla des drones va continuer très probablement dans les heures qui viennent. Merci beaucoup Stéphane Goldin et vous restez évidemment avec nous et à proximité si jamais il y a d'autres informations à nous fournir. Raphaël Jérusalemi, je me tourne d'abord vers vous. Ces drones représentent sans doute un danger moindre par rapport aux missiles balistiques iraniens, mais ils mettent quand même à l'épreuve le système de défense aérien israélien. Exactement, parce qu'ils mettent 9 heures pour arriver par rapport à un missile balistique qui met 12 minutes. Et justement, ces différences de vitesse, ces différences d'altitude, et envoyer plusieurs drones en même temps qu'une attaque missile, ça oblige la défense antiaérienne et nos pilotes de chasse à s'occuper également des drones. Il y en a beaucoup. Et il faut quand même signaler que sur un peu plus de 1000 drones qui ont été tirés depuis le début de cette guerre sur Israël, c'est aujourd'hui le premier qui tombe sur le sol israélien et touche quelque chose, rien de sérieux heureusement. Sinon, plus de 800 ne sont même pas arrivés jusqu'en Israël, 200 ont été interceptés à l'entrée d'Israël, donc c'est le premier 1 sur 1000 on va pouvoir subir, mais effectivement ça nous fait gaspiller des munitions, ça fait diversion, et je pense que puisqu'ils ont de moins en moins de missiles, les Iraniens vont effectivement jeter tous les drones qu'ils ont. Je ne sais pas combien il leur en reste parce qu'on en a détruit beaucoup et on a surtout détruit leur capacité d'en fabriquer de nouveaux. Et on a vu aussi que ces drones-là sont interceptés, vous l'avez dit, bien avant Israël, notamment par la Jordanie. Ça lui vaut aujourd'hui la colère de Téhéran. Hein. Oui, il y en a même un qui est passé par la Syrie et qui a été aussi dégommé, comme on dit. Les Jordaniens protègent leur sol, leur ciel souverain, dirons-nous. Ils ont fait ça la dernière fois. Ils le feront. Tous les pays limitrophes qui pourraient être impactés le feront. On a même eu un avion israélien, je ne sais pas si c'était voulu ou pas, qui a fait un petit détour par la Turquie. Les Turcs nous ont tapé un petit peu sur les doigts, mais pas trop. Donc je pense que dans l'ensemble, on comprend qu'il y a ici une situation explosive. Le reste du Proche-Orient, tout ce qu'il veut, c'est éviter l'embrasement général et nous c'est faire notre travail parce que l'issue du conflit est quand même assez claire, que ça prenne 2 semaines ou 2 mois, les Iraniens finiront par perdre et donc il faut laisser les Israéliens faire leur travail tranquillement. Myriam, on voit que ces menaces de drones mais aussi de missiles affectent quand même pas mal la vie des Israéliens, même si les consignes de sécurité ont été assouplies. Courir dans les abris la nuit par exemple, c'est quelque chose, c'est une épreuve pour les Israéliens, mais on continue à voir cette résilience de la population.
Les Israéliens sont très mobilisés, en particulier derrière cette opération. Les premiers sondages qui sont sortis cette semaine montrent plus de 80% de mobilisation autour du gouvernement, autour de l'armée, autour de cette opération. Beaucoup de soutien de la population juive israélienne. Je le mentionne parce que les Arabes israéliens sont dans une position peut-être un peu plus compliquée et globalement s'opposent à cette opération. Mais il y a une majorité qui est favorable, qui comprend l'enjeu. La société israélienne, d'après le 7 octobre, c'est une société différente, qui comprend qu'on ne peut plus remettre au lendemain des menaces trop importantes. Dans le même temps, évidemment, comme vous le dites, la question du quotidien va commencer à se poser demain, deuxième semaine qui s'ouvre de cette guerre. Comment on peut envisager le quotidien? À partir combien de temps le marché du travail et l'économie peut finalement ne pas avoir ses employés disponibles, ou uniquement ceux qui sont capables de travailler à distance? L'année scolaire, c'est fini. C'est vrai qu'il y a toujours les Israéliens sont extrêmement bons dans l'urgence absolue. Ensuite, il y a le passage au quotidien dans lequel il y a un peu plus de difficultés. Hier, notamment, le chef d'état-major a donné une déclaration dans laquelle il dit: nous allons vers une opération prolongée. On sent un petit peu sur les réseaux sociaux un début d'inquiétude en disant: ok, prolongée, ça veut dire quoi? Ça veut dire 2 semaines, ça veut dire 3 semaines, ça veut dire 1 mois. Et combien de temps aussi, si vous voulez, la capacité de tir de missiles, pour l'instant, elle impacte complètement la vie. Si on arrive à la faire passer vers ce qu'on vivait avec les Houthis, c'est-à-dire extrêmement désagréable, mais pas empêchant totalement le quotidien, la donne pour la société changera fondamentalement à ce moment-là. Christopher Barbier, on se rapproche des grandes vacances et donc beaucoup de voyages qui sont annulés. Ça aussi, ça a un impact direct sur cette population israélienne, mais sur les touristes. Je ne parle même pas de ceux qui sont coincés à l'étranger ou ici, mais vraiment pour la vie des Israéliens qui aiment beaucoup voyager pendant les grandes vacances. Les Israéliens aiment partir à l'étranger, vous l'avez dit, on les voit partout autour du monde, et c'est vrai que là l'aéroport est bloqué. Il n'a jamais été fermé aussi longtemps de l'histoire d'Israël, donc forcément ça a un impact négatif sur l'économie, sur la société israélienne, sur le moral des Israéliens. Les prochains départs ne seront possibles à partir que début du mois de juillet, donc, et encore, parce qu'il y aura tous les retards, il y aura tous les vols de rapatriement. Les premiers vols se feraient a priori surtout vers les destinations de rapatriement. On parle de Paris, on parle de Chypre ou d'autres destinations comme ça. Il n'y aura pas toutes les destinations d'un coup, donc forcément ça aura un impact. Mais dans le même temps, tout à l'heure je marchais sur la promenade de Tel Aviv, et il y a quand même, pour un pays en guerre contre son pire ennemi, beaucoup de monde sur les plages de Tel Aviv. Les plages sont censées être fermées, c'est vrai, mais même la police est là. J'ai croisé de nombreux policiers le long de la promenade de Tel Aviv, et ils ne vont pas aller donner des amendes à ces dizaines, voire centaines de personnes qui sont en train de profiter de la plage. On a la chance d'avoir tout ce qu'il faut, si je puis dire, à Tel Aviv pour ne pas partir en vacances. Donc on peut peut-être se priver de vacances pendant encore quelques semaines, mais encore une fois, la question reste la durée de cette privation. Oui, c'est important de souligner que les consignes n'empêchent pas de sortir, mais qu'il faut savoir où est l'abri le plus proche en cas d'alerte. C'est important, Raphaël, cette réponse aux consignes des Israéliens pour sauver des vies. On va le répéter tout au long de ces 2 heures, parce que certains ne respectent pas. On a un chiffre très simple, il y a 7000 personnes à l'hôtel en ce moment. C'est 7000 personnes qui étaient dans leurs abris et dont les appartements ou les maisons sont complètement détruites, mais qui sont vivants. 7000 et d'autres qui malheureusement n'ont pas écouté les consignes. C'est très difficile évidemment pour tout à chacun d'être discipliné et de réaliser le danger. C'est difficile d'imaginer qu'on va recevoir un missile sur la tête, mais malheureusement il y a des consignes, et ceux qui les respectent, eh bien, on a 7000 survivants pour le prouver. Et heureusement plus de monde respecte que ceux qui ne respectent pas. Tzahal de son côté poursuit ses frappes en Iran. L'aviation israélienne enregistre de nombreux succès, comme par exemple l'élimination aujourd'hui de 2 figures importantes du régime des Mollahs. Les 2 personnalités étaient en charge soit des relations avec le Hamas, soit avec le Hezbollah. Mathieu Winding. L'armée israélienne a éliminé 2 cibles très importantes aujourd'hui en Iran. 2 officiers des gardiens de la révolution qui cherchaient activement la destruction d'Israël ont été tués par des chasseurs de Tzahal. Le premier, Saïd Izadi, était le chef de la division Palestine au sein de la force Quds des gardiens de la Révolution. Il était chargé de financer le terrorisme palestinien depuis l'Iran. Il s'était donné pour mission de reconstruire l'aile militaire du Hamas et de veiller à ce que le groupe reste au pouvoir en place à Gaza. En 2021, il avait débloqué des centaines de millions de dollars afin de financer les attaques du Hamas contre Israël. Son élimination a été saluée par le chef d'état-major Eyal Zamir comme l'un des moments clés de la guerre menée sur plusieurs fronts.
Saïd Izzadi s'est beaucoup investi dans la promotion de la vision et des principes du régime extrémiste iranien. Il a été l'un des rares fondateurs et principaux promoteurs du plan de destruction de l'État d'Israël, aux côtés de Yahya Sinwar, Mohamed Def et d'autres terroristes meurtriers. Izzadi a été l'un des architectes des attaques terroristes et meurtrières du 7 octobre et l'un des rares à en avoir eu connaissance avant qu'elles ne soient perpétrées. Ce matin, dans l'ouest de l'Iran, une autre figure recherchée par Israël depuis 2009 a été éliminée. Sur ces images, la voiture de Benham Shayari est repérée, ciblée et détruite par l'aviation de Tsahal à plus de 1000 km d'Israël. Benham Shayari s'occupait d'armer et de financer le Hezbollah, les organisations terroristes palestiniennes et les Houthis. L'aviation israélienne continue donc de frapper sans relâche le régime des Mollahs et son programme nucléaire. Un scientifique nucléaire a été éliminé aujourd'hui à Téhéran. Le site nucléaire d'Ispahan a été frappé pour la deuxième fois depuis la nuit dernière. Le complexe nucléaire a déjà été ciblé au premier jour de l'opération Éveil du Lion. Il sert à convertir l'uranium pour créer une arme nucléaire. Au sein du complexe se trouve également un site de production de centrifugeuses qui a aussi été bombardé. Les opérations ont mobilisé plus de 50 avions de chasse et ont également permis d'attaquer des dizaines de cibles militaires dans la région d'Ispahan. Au cours de la nuit, de nombreuses infrastructures destinées au lancement de drones et de missiles ont été attaquées. Cet après-midi, l'armée de l'air estime qu'à ce jour, plus de 200 lanceurs de missiles balistiques iraniens ont été détruits. Avec ces frappes israéliennes contre le régime iranien, se pose la question des conséquences sur les opposants aux ayatollahs. On va tenter d'y voir plus clair avec celle qui est devenue en France l'une des voix les plus déterminées contre le régime des Mollahs. Elle alerte sur les dangers d'un régime aux abois, prêt à tout pour détourner l'attention de sa propre population. Hilda Degani-Schmidt, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes consultante en communication et militante engagée pour les droits humains. Merci d'avoir accepté notre invitation sur i24 News. Que ressentez-vous aujourd'hui en voyant votre pays à la veille ou même dans un affrontement majeur en ce moment avec des bombardements israéliens, on l'a dit, sans relâche, même si ce ne sont pas les civils qui sont visés? Je vous remercie de me donner la parole pour vous donner le point de vue de mes compatriotes qui m'écrivent. En fait, ça fait 3 ans que je ne travaille plus, que je fais exclusivement en sorte de relayer la voix de mon peuple. Ça fait 46 ans qu'il est pris en otage par ce régime qui utilise toutes les ressources du pays pour mener à bien sa guerre idéologique. Il a détruit beaucoup d'Iraniens, de Syriens, de Palestiniens, de Libanais, de Yéménites et j'en passe. Les Européens, je ne sais pas pourquoi ils continuent à vouloir sauver ce régime moribond alors que des Européens ont été tués et nous vivons désormais en Europe des conditions de terreur. Alors oui, c'est un moment difficile, mais mes compatriotes ont pour la première fois un espoir. Alors évidemment, les éléments de langage du régime ne sont pas ce que je vous donne. Le régime a tenté d'utiliser le nationalisme pour rallier la population derrière lui, mais nous ne sommes plus en 1980. Avec 46 ans d'expérience, les Iraniens savent très bien qui est leur ennemi. Dès le lendemain des frappes, quand ils ont tenté de dire que les frappes sur les zones civiles, c'était Israël, il y a des Iraniens, alors je ne sais pas honnêtement si c'était vrai ou pas, mais je sais que les Iraniens, ils passaient le mot « non, c'est eux-mêmes qui frappent » pour pouvoir accuser Israël. Après... quand il y a eu... il faut savoir que chez vous, vous avez des alertes, vous avez des abris. En Iran, les Iraniens, non seulement n'ont pas d'alerte, les abris, ce sont des mosquées, pardon, des écoles ou le métro, et ils se passent les mots les uns les autres pour dire... Surtout n'y allez pas, c'est pour se servir de nous comme bouclier humain. Et sincèrement, je peux vous dire que les Iraniens ont plus, confiance en Israël, même si les bombes détruisent des choses, enfin détruisent des parts de leur territoire. Et j'en veux pour preuve, puisqu'on n'a pas de sondage dans un pays qui est pas libre, j'en veux pour preuve que ils coupent toute communication et pas que Internet en tant que guerre, alors que eux-mêmes n'offrent pas d'abri pour empêcher que Israël, qui prévient pour les populations pour qu'elles vident les zones concernées, que les populations puissent se mettre à l'abri. Et par ailleurs, ils viennent de prendre une mesure il y a 2 jours
permettant une peine d'emprisonnement de 2 à 6 ans pour toute personne qui se réjouirait des attaques israéliennes. Mais vous savez, on n'est pas dans l'idée de là, ce sont des espions. On est dans l'idée que la population majoritairement peut se réjouir des attaques, ce qui est d'ailleurs le cas avec la frappe dont ils se réjouissent du bâtiment du Fatah qui était l'œil du renseignement intérieur. C'est vrai que depuis à peu près maintenant 24 heures, nous avons après, j'imagine, des cibles importantes sur le plan militaire et nucléaire. Nous commençons à avoir des cibles importantes sur le plan de sécurité intérieure. Les rues sont bondées de forces de répression intérieure avec des kalachnikovs. Il y a des barrages. En permanence, les gens sont fouillés pour vérifier que qu'il n'y a pas de passage. En fait, comment dire, il n'y a pas dans leurs appareils, par exemple, des messages contre le régime. Et enfin, des mesures ont été ordonnées pour que toute tentative de rassemblement soit réprimée à quelque prix que ce soit. Alors justement, certains accusent Israël de provoquer un durcissement du régime des mollahs à l'égard des civils en raison justement de ces frappes. Ce que vous nous racontez là, c'est que finalement, effectivement, le régime durcit ses mesures contre la population, mais vous n'accusez pas Israël. Alors non, le régime n'a pas attendu Israël pour faire la guerre à la population iranienne depuis 46 ans. En fait, si vous voulez, il faut se rendre compte. Moi, hier ou avant-hier, j'ai eu quelqu'un qui disait « Vous vous rendez compte les coupures d'électricité et d'eau ?» Mais enfin, ce pays qui est assis sur une fortune, les gens ont des coupures d'électricité en permanence, ont des coupures d'eau en permanence. La qualité de l'environnement est catastrophique. Les enfants ont le cancer très tôt, tellement la pollution est forte. 40 000 décès à cause de l'état des routes par accident de voiture, 40 000 décès anticipés à cause des pollutions. Je vous parle pas de la période du Covid où les Iraniens ont donné une tribune tellement lourde, mais évidemment tout ça n'est pas documenté correctement. Alors je vais vous dire, la guerre du régime aux Iraniens, ça n'a pas commencé il y a 7 jours. Ça a commencé il y a 46 ans. Et les Iraniens, sachez-le, ne manquent pas de courage. La dernière fois, et je parle pas de la période Femmes, Vie, Liberté, mais encore avant, la dernière fois qu'ils ont organisé une coupure d'Internet, c'est 1500 personnes qu'ils ont tuées à coups de douchka en 3 jours. Alors vraiment, non. L'ennemi, comme d'ailleurs les familles des victimes, ceux qui ont été tués et ceux qui sont emprisonnés encore, parfois ceux qui sont encore en Iran avec leurs familles, ils ont sorti dès le lendemain des attaques, notre ennemi est intérieur. Et c'était bien parce qu'ils ont eu peur que le coup du régime fonctionne, mais ça n'a pas fonctionné de toute façon. Qu'est-ce qui manque selon vous pour qu'aujourd'hui le peuple iranien se soulève contre le régime? On a bien compris que c'est extrêmement compliqué, puisque il y a cette répression qui est extrêmement dure, évidemment. La seule chose qui manque, c'est que les forces de répression puissent être neutralisées. En réalité, je vous assure, les gens m'envoient des messages et me disent dans différentes villes, et vraiment, je trouve ça incroyable. Est-ce que tu peux passer le message aux Israéliens? Alors moi, j'ai pas de contact particulier, donc je profite de votre antenne. Est-ce que tu peux demander aux Israéliens de viser les forces répressives dans les grandes villes? C'est là où nous sommes le plus en danger. On n'a qu'une envie, c'est de sortir, mais tu n'imagines pas le degré de répression et de présence des forces répressives dans les rues. Vous savez, les forces répressives, c'est ceux qui sont cagoulés avec leurs kalachnikovs, arrivent généralement à chaque fois que les Iraniens se révoltent, mais plutôt à la fin, quand tous les autres n'ont pas réussi à les retenir. Et là, ils sont dans les rues maintenant. Et en fait, si vous voulez, les Iraniens sont très déterminés et ont vraiment bon espoir que grâce au bombardement des Israéliens sur les cibles bien précises, ils vont pouvoir enfin
accéder à ce qu'ils peuvent, c'est-à-dire renverser ce régime. Et enfin, je voudrais quand même dire que les Iraniens, tout au long de l'histoire, ont tenté de faire cela. Et tout au long de l'histoire de ce régime, les démocraties occidentales, notamment l'Europe, a préféré utiliser ces moments-là pour mieux négocier ses intérêts. Oui, effectivement. Il manque aussi du soutien, comme vous l'avez dit, notamment des pays européens pour donner la force aussi à la population iranienne de se soulever. Merci beaucoup, Hilda Degani-Schmidt. J'espère évidemment que votre voix portera le plus loin possible pour qu'il y ait du changement. Merci beaucoup. Du courage à vous comme à mon peuple. Au revoir. Au revoir. Myriam, une réaction à ce qu'on vient d'entendre, c'est très fort ce que dit Hilda Degani-Schmidt, qui dit que depuis 3 ans, elle ne fait que cela, porter la voix des Iraniens, notamment en France et en Europe. Et tout d'abord, je pense que l'opposition iranienne, en particulier en France en ce moment, vivent des jours difficiles, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas du tout l'impression d'être soutenus à la fois par le gouvernement français et le président Macron, et aussi par une foule de journalistes qui on va dire, minimisent ce qui se passe en Iran pour l'opposition et puis posent beaucoup de questions sur le bien fondé de cette opération. C'est-à-dire que je pense qu'ils ont l'impression, si vous voulez, qu'autant ils ont été encouragés dans des mouvements de protestation populaire, parce que ça, l'Occident adore, c'est formidable, les actrices ont pu se couper les cheveux au moment voulu, etc. Mais quand il s'agit au moment T, quand il y a une vraie fenêtre d'opportunité pour l'instant pour secouer le cocotier vraiment et permettre aux Iraniens de faire ce qu'ils essayent de faire depuis longtemps maintenant, pour l'instant on ne peut pas dire que l'Occident se mobilise particulièrement. Bien entendu, on comprend qu'il y a de la répression très importante dans la rue, on comprend qu'il y a des coupures d'Internet, ce qui rend d'autant plus difficile la mobilisation, et que ça va probablement prendre du temps. Alors justement, Raphaël, Hilda Degani-Schmidt souligne le fait que certains Iraniens espèrent qu'Israël frappe justement dans des zones, non pas civiles, pas contre des civils, mais contre ceux qui mènent cette répression et qui sont parmi la population. C'est pas pour l'instant dans les objectifs de guerre d'Israël. Non, nous avons frappé certains postes de police et certains postes des Basiji, qui sont la police des mœurs, oserais-je dire, surtout contre les femmes, extrêmement violent, extrêmement cruel, mais c'était parce que c'est des symboles du régime. Nous espérons pour que le peuple iranien, qu'il prenne aujourd'hui son destin en main, parce qu'il n'a jamais été aussi proche de pouvoir le faire. Nous leur souhaitons bonne chance et ils peuvent compter sur le soutien des Israéliens, du Mossad, de la CIA. Mais l'objectif des Israéliens, c'est le nucléaire et pas véritablement renverser le régime des Mollahs. Si on a en plus le régime des Mollahs qui tombe, on sera très content. Et même M. Khamenei, si on le supprime, c'est pas pour renverser le régime, c'est aussi pour retarder le nucléaire. Cela veut dire malheureusement que si un nouveau dictateur arrive en Iran, mais qu'il est d'accord pour abandonner le nucléaire, nous on laissera les Iraniens tranquilles. À ce moment-là, le peuple iranien évidemment se sentira encore plus abandonné qu'il ne l'est déjà. Effectivement. Et Israël est dans l'attente d'une décision américaine. 2 avions B-2 qui portent des bombes capables de transpercer le bunker souterrain font route en ce moment vers le Moyen-Orient, mais c'est un grand mais, Donald Trump n'a pas encore donné l'ordre à l'armée américaine d'opérer aux côtés de Tsahal en Iran. Il a maintenu un flou artistique hier devant la presse. On l'écoute. Peut-être selon les circonstances. C'est très difficile à arrêter quand on y pense. Israël s'en sort bien en matière de guerre et l'Iran, on s'en sort moins bien. C'est un peu difficile de convaincre quelqu'un d'arrêter. Et on prend tout de suite la direction de Washington où nous attend notre correspondant Antoine Lard. Bonsoir Antoine. Le président américain semble vouloir laisser encore une chance à Téhéran de revenir à la table des négociations. Oui, en fait, Donald Trump, pour le moment, a décidé de laisser une chance à la diplomatie et tout l'enjeu pour lui, c'est de relancer les discussions avec les Iraniens. Téhéran, depuis que la guerre a commencé, a coupé les communications avec Washington et notamment avec Steve Witkoff, le négociateur de Trump. En fait, les Iraniens ne veulent pas négocier sous la pression des bombes israéliennes. Ils exigent un arrêt des combats avant de revenir à la table. Mais voilà, Trump estime que cette demande n'est pas recevable. Il dit qu'Israël a l'avantage sur le terrain et que dans ces conditions, il est très difficile de leur demander de s'arrêter.
En réalité, il faut bien dire que tout cela fait les affaires du président américain. Grâce à cette pression militaire, il espère que ce sera plus facile de tordre le bras au régime et de forcer les mollahs à signer cet accord sur le nucléaire que les Américains ont mis sur la table il y a déjà 2 mois. Et puis l'autre façon pour Trump de mettre la pression, c'est de laisser planer la menace de frappe américaine. Le président se laisse 2 semaines avant de décider ou non d'employer la force. Il a donné hier quelques précisions sur cette espèce d'ultimatum en disant que 2 semaines, c'est un maximum. Il laisse donc entendre qu'il pourrait passer à l'action avant. Trump, en tout cas, veut rester au centre du jeu. Il a également torpillé la tentative de médiation européenne en expliquant qu'elle était inutile et que les discussions ne peuvent avoir lieu que entre Américains et Iraniens. Merci Antoine Allard depuis Washington. Myriam, ce qui est intéressant, c'est de connaître l'avis des Américains, de la population américaine concernant une éventuelle intervention américaine en Iran. Oui, c'est ce qui explique notamment les hésitations du président. C'est que les Américains, pour l'instant, ne sont pas du tout convaincus de la nécessité de cette guerre. On a une majorité républicains et démocrates qui sont contre une intervention. De manière générale, vous savez, on n'a que 23% lors d'un récent sondage des Américains qui sont capables de placer l'Iran sur une carte. D'accord ? Donc pour eux, c'est le Moyen-Orient, c'est le Proche-Orient. Bon, c'est normal, c'est loin de chez eux, ça ne les concerne pas. Et ils sont traumatisés par leur guerre au Proche-Orient du début des années 2000, qui pour eux se sont très mal terminées. Ils se souviennent du départ catastrophique d'Afghanistan et ainsi de suite. Donc pour eux, c'est une mauvaise idée. À noter qu'évidemment, les républicains sont davantage pour, avec 47% seulement qui soutiennent une intervention. Donc vous voyez, c'est même pas une réelle majorité. Et dans le mouvement MAGA, contrairement à ce qu'on pourrait penser, parce qu'on a beaucoup entendu le côté qui ne veut surtout pas intervenir, qui veut America First, l'Amérique d'abord, et qui veut surtout pas se mêler de nos histoires, voire avec l'aile antisémite qui existe dans ce mouvement-là, on a malgré tout 65% des adhérents MAGA, donc Make America Great Again, qui sont pour une intervention, parce que globalement, ils sont pour tout ce que Trump fait. Et il y a cette idée que Trump lui-même a poussé sur ses réseaux sociaux, qu'il est un envoyé de Dieu, du souverain, de Christ, je ne sais qui. C'est une idée qui existe dans le mouvement, notamment après que Donald Trump ait survécu à la tentative d'assassinat iranienne, pour le coup commanditée par les Iraniens l'année dernière, et donc qui est poussée en avant notamment par l'aile évangéliste. Mike Huckabee, l'ambassadeur américain en Israël, a écrit un message à Donald Trump récemment que Donald Trump a choisi de partager sur les réseaux sociaux, qui parle de ce rôle théologique, du fait que Donald Trump a été mis dans cette position-là par le Seigneur pour sauver le monde, ni plus ni moins. Et c'est une partie notamment de la mystique qui aujourd'hui entoure Donald Trump. Ces gens-là sont prêts à le suivre, mais on voit qu'il y a encore beaucoup de travail pour convaincre l'ensemble de la population. Et on doit dire aussi que la diplomatie israélienne, pour l'instant, n'a pas totalement réussi à convaincre les Américains globalement de la nécessité d'intervenir dans cette guerre-là. Raphaël, il faut quand même souligner qu'il n'est pas question que des troupes américaines se rendent en Iran, qu'il s'agirait seulement de bombardements, et notamment de bombardements du site nucléaire de Fordo. Oui, et à part certains commandos israéliens, il n'est pas question que les troupes israéliennes aussi. Donc on peut faire beaucoup aujourd'hui par la voie des airs, par la voie électronique, avec un soutien local. Nous avons peu, mais il y a quand même en Iran certaines ethnies qui sont armées et qui sont prêtes à faire le travail. Je parle des Kurdes et des Baloutches surtout. Il n'y a pas besoin véritablement d'antenne. Nous, ce dont nous avons besoin, c'est de 2 bombardiers qui nous descendent de Fordo. Voilà, c'est tout ce qu'on demande des Américains. Effectivement. Oui, 2 petites bombes de Fordo, ça nous fera plaisir. Peut-être que ça convaincra Donald Trump d'agir contre l'avis de certains de ses propres alliés. Les États-Unis affichent donc leur soutien à Israël, même si, on l'a dit, Donald Trump hésite encore à intervenir militairement, en tout cas par l'aviation aux côtés d'Israël. Et contrairement à Washington, l'attitude des pays européens semble plus nuancée, parfois timorée, souvent fragmentée, pour décrypter les positionnements européens, leur cohérence ou même leur incohérence parfois. Nous recevons Emmanuel Dupuis, président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté d'être avec nous ce soir sur A24 News. Comment est-ce que vous analysez la réunion d'hier entre les 3 puissances européennes, on rappelle, donc la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, mais aussi l'Union européenne, avec le ministre iranien des Affaires étrangères? Déjà, ce n'était pas une position européenne, puisque vous avez mentionné qu'il y avait la présence du Premier ministre britannique. Il s'agissait
surtout des positions défendues par les puissances, non pas seulement de l'Union européenne, mais européenne, qui avaient contribué à la signature du JCPOA en juillet 2015. Donc la Grande-Bretagne faisant partie de cela. Ensuite, la conclusion de cette réunion a été, comme vous l'avez dit, fortement mitigée. Premièrement, il n'y a pas eu d'accord avec la partie iranienne. Le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a rappelé autant qu'il a pu la position française, qui est une ligne de crête très 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 ténue, à savoir que les négociations ne peuvent recommencer à advenir avec la partie iranienne, à condition que, premièrement, nos deux prisonniers, Cécile Collère et Jacques Paris, soient libérés. Deuxièmement, en évoquant le fait qu'il s'agit non seulement de parler de la question de l'enrichissement donc de l'uranium, de l'autorisation, entre guillemets, de l'enrichissement de l'uranium, ce qui était prévu à Vienne, donc à hauteur de 3,67%, mais on le sait, désormais, l'Iran possède 400 kilos d'uranium enrichi à raison de 60%, mais le ministre des Affaires étrangères français Jean-Noël Barrot, Kaja Skala, la haute représentante pour l'Union européenne, David Lammy, le ministre des Affaires étrangères britannique, ainsi que Johan Wadepool n'ont fait que répéter ce qui n'avait pas été mis sur la table en 2015, à savoir que si négociation il devait y avoir avec l'Iran, elle ne devrait être beaucoup plus large que la seule question du nucléaire. La question de l'ingérence ou de l'action régionale, de l'action de déstabilisation régionale avec les séides, les proxys, que ce soit le Hezbollah, que ce soit l'Hezbollah au Liban Sud ou le Liban tout court, le Hamas à Gaza, les Houthis, et puis la capacité de nuisance, pour ne pas dire de déstabilisation. On le sait, il y a quelques heures, une attaque des gardiens de la Révolution, un projet d'attentat des gardiens de la Révolution contre les intérêts israéliens a été déjoué à Chypre grâce à la coopération entre les services de renseignement israéliens et chypriotes, et bien évidemment la question balistique qui ne rentrait absolument pas en ligne de compte en 2015. Donc en fait, on se rend bien compte que si on avait intégré ces deux préalables, la déstabilisation régionale et la question de la prolifération balistique, il n'y aurait pas eu d'accord en 2015, mais il n'y aurait sans doute pas eu la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui non plus. Justement, cette opération israélienne en Iran, est-ce qu'elle va obliger les Européens, je n'ai pas dit l'Union européenne, mais les Européens à se repositionner, à peut-être adopter une autre position sur le nucléaire iranien, sur le programme balistique iranien? C'est ce que vous avez dit dans la réunion qui a eu lieu hier, mais Téhéran ne semble pas, se plier à ce genre de demande. Alors déjà, il y a des divergences entre les ministres des Affaires étrangères eux-mêmes, les ministres des Affaires étrangères européens eux-mêmes. Il n'y a pas une divergence entre l'Union européenne et la Grande-Bretagne et les États-Unis, il y a des divergences entre les Européens. Si j'écoute Christian Merz, le chancelier allemand, évoquer le fait que l'opération militaire israélienne lui convenait à condition qu'elle aboutisse à la fin du programme nucléaire, et si j'entends les propos de Jean-Noël Barrot appelant à ce qu'il y ait un cessez-le-feu comme préalable pour pouvoir ensuite négocier, il y a bien là deux positions différentes. Donc il n'y a pas de position européenne unifiée. Ensuite, la question qui est posée est est-ce que les Européens, dans leur dimension plus large, dont de l'Union européenne plus la Grande-Bretagne, auront la capacité d'influencer les États-Unis et accessoirement Israël. On le sait que ni l'un ni l'autre ne sont en mesure de faire plier la position de l'un comme de l'autre, voire de l'influencer. Oui, effectivement, j'allais justement demander, est-ce que l'Union européenne et la Grande-Bretagne ont encore un rôle finalement à jouer dans ce dossier? Elles ont sans doute un rôle diplomatique à mettre en avant. C'est important de rappeler que les négociations doivent être menées au niveau de l'ONU et que les négociations préalables entre les belligérants vont ensuite aboutir à un cessez-le-feu ou une paix durable, ou en tout cas appelant à une résolution onusienne. Donc, a priori, si deux membres permanents du Conseil de sécurité, la France et la Grande-Bretagne, ont leur mot à dire, je ne suis pas certain non plus que cela puisse minorer, ou pour ne pas dire marginaliser, les autres membres permanents du Conseil de sécurité. La Russie et la Chine ne sont pas non plus très disserts sur la situation. Elles soutiennent implicitement la position israélienne, mais elles ne se sont pas exprimées ainsi. Donc en fait, le seul qui, pour l'instant, a les cartes en main, est-ce qu'il voudra rentrer dans une opération militaire plus poussée? Si j'en
crois, et si j'écoute ce que a dit votre invité précédent, à savoir que les bombardiers B2 sont arrivés à Diego Garcia en l'océan Indien et sont en train d'arriver à Guam dans l'océan Pacifique, on a bien le sentiment que quelle que soit la position des Européens, la plus minime soit-elle, elle n'a aucune chance de faire évoluer la négociation alors que les opérations militaires sont sur le point de commencer. Oui, merci beaucoup. En tout cas, Emmanuel Dupuis, c'est toujours un plaisir d'entendre votre éclairage sur ce dossier. Merci à vous. Merci beaucoup. Christopher, vous vouliez rajouter quelque chose à ce qu'a dit Emmanuel Dupuis? Oui, on parle beaucoup de cette question. Est-ce que l'Iran est en mesure d'avoir l'arme nucléaire? Les renseignements américains disent que non. Donald Trump dit que les renseignements américains se trompent. Et dans une interview diffusée ce soir aux Parisiens, c'est le ministre français, cette fois-ci des armées, Sébastien Lecornu, qui affirme que l'Iran a les pièces pour fabriquer une arme nucléaire. Donc on a la France qui l'affirme, on a les États-Unis qui l'affirment. Le ministre français des armées rajoute qu'il s'adresse à Israël et qu'il demande à Israël de clarifier ses objectifs de guerre. Et comme une réponse à cette demande française, il y a une source politique qui déclare ce soir à nos confrères de la 12e chaîne, je cite, « Nous ne continuerons pas sans but, nous ne tenterons pas le destin, nous ne cherchons pas à changer de gouvernement à Téhéran ». Ça va dans le sens contraire de ce que disait notamment le ministre israélien de la Défense cette semaine.